Bonsoir. Comment dimensionner une chaufferie dans un bâtiment, ou plutôt comment bien la dimensionner en n'en faisant ni trop ni pas assez? C'est cette question d'équilibre qui est ce soir au cœur des débats CEGIBAT. Pour traiter du sujet, 3 invités et un expert. Commençons par Luc Bourne du bureau d'études LBI à Nice. À vos côtés, Joséphine Ledoux, directrice associée d'Enera Conseil à Toulouse, Paris, Besançon et Nice. De l'autre côté de cette table, Sylvie Moilic, PDG du bureau d'études thermiques Isocrate à Nantes. Et dans le rôle de l'expert CEGIBAT, Romain Ruyard, responsable efficacité énergétique chez GRDF. Bonsoir. Comment dimensionner une chaufferie dans un bâtiment? Vous allez me dire, c'est une question simpliste pour les professionnels qui sont autour de la table. Romain, question simpliste, simple, et pourtant, les réponses apportées sont très hétérogènes, comme en témoigne l'étude que vous avez menée auprès de 35 bureaux d'études, justement. Rappelez-nous quelle était la question posée et quelles ont été les différentes réponses proposées. Alors la question posée était simple, c'est quelles règles appliquez-vous pour dimensionner les chaufferies? Donc question simpliste. Et à partir de là, on a eu une hétérogénéité de résultats qui était particulier, c'est vrai. Comme le montre ce graphique, on avait un tiers qui n'applique pas pour le coup de la règle des 2 tiers, dans le premier tiers de ce graphique. Ils ne vont pas aussi appliquer la surpuissance de relance, demandée par la norme 12831, et vont avoir une logique sur l'eau chaude sanitaire qui est du semi-accumulé pour écrêter la puissance d'eau chaude sanitaire. Et enfin, sur la puissance globale, ils vont chercher un compromis entre puissance chauffage et puissance ECS. Et enfin, pour parler plutôt sur la droite du graphique, eh bien, on a des gens qui vont appliquer la règle des 2 tiers et aussi vont appliquer les coefficients de surpuissance ou les coefficients de puissance maximale. Et in fine, on se retrouve à avoir des puissances à P et à 5P, selon les méthodes de dimensionnement. Alors P étant sur la gauche de l'écran, je présume, et 5P sur la droite. Je me tourne vers nos invités pour savoir dans un premier temps, on reviendra dans le détail évidemment sur la façon dont vous procédez à titre professionnel dans vos différents bureaux d'études. Luc Bourne, est-ce que ça vous étonne déjà cet éventail très large entre P et 5P? Oui, effectivement, ça semble assez étonnant puisque en définitive les bâtiments sont a priori identiques. Les besoins le sont aussi bien en chauffage qu'en eau chaude sanitaire. Et on a des distorsions assez conséquentes sur les résultats. Alors c'est vrai que les approches peuvent être effectivement différentes, peut-être pas sur la partie déperdition, mais sur la partie eau chaude sanitaire. Joséphine Ledoux, même question, est-ce que cela vous étonne? Alors oui, et tout d'abord, je voudrais remercier énormément CEGIBAT de promouvoir ce soir l'expertise féminine sur ce plateau. Et pour répondre à votre question, effectivement, c'est étonnant, mais en même temps, les méthodes pour calculer le dimensionnement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire sont variées. Et donc, bien que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart, et je trouve que ce n'est pas si surprenant que ça. Sylvie Moilic, la même question pour commencer ce débat. Est-ce que vous êtes étonné aussi par cet large éventail? Effectivement, je suis un peu étonnée, mais ceci dit, quand on y réfléchit bien, on vient tous d'environnements différents. On a appris, on a des méthodes, on a des anciennes méthodes, et donc on arrive à des résultats forcément différents. Ce qu'on voit dans ce graphe, malgré tout, c'est que 35 bureaux d'études ont répondu et que nous, on se retrouve dans ce panel. Donc c'est plutôt rassurant, mais la vraie question, c'est quelle est la bonne méthode ? Ah, ça c'est une très très bonne question. On va y revenir évidemment tout au long de ce débat. Finalement, la question que l'on se pose, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça a une incidence ou pas? C'est surtout ça qui compte, Romain Ruyard. Est-ce que ça a une incidence d'être à P ou à 5P sur la performance de la chaufferie? Alors déjà, je tenais quand même à préciser que le sondage qui a été fait était réellement sur des bâtiments neufs, en fait. Et après, ce n'est pas surprenant que des bureaux d'études répondent de la sorte, parce qu'en effet, comme le disait Sylvie, il y a des habitudes qui se font. Et au regard de ces résultats, on a voulu creuser avec un laboratoire externe afin de nous dire quelles étaient les conséquences d'un surdimensionnement, tant sur la partie rendement de l'appareil, la partie confort à l'intérieur du bâtiment, et aussi sur la partie nombre d'allumages, nombre de marches arrêt. Donc les cycles. Nous allons voir justement, c'est le CETIAT, ce Centre technique des industries aéroliques et thermiques, qui a mené cette étude pour nous dire finalement quel était l'impact, quelles étaient les incidences sur le rendement. Fin du suspense dans un peu moins de 2 minutes 30. Derrière les murs du CETIAT de Lyon,
Les ingénieurs du Centre technique des industries aérauliques et thermiques ont mené une expérience grandeur nature. Objectif, tenter d'évaluer l'impact du surdimensionnement sur les chaudières. Pour répondre aux besoins de GRDF, nous avons pris l'exemple d'un bâtiment RT 2012 situé à Lyon, où on a simulé donc les besoins de chauffage et de production de chauds sanitaires, où le bâtiment il comportait donc un bouclage de CS. Et puis ensuite on fait cette analyse sur différents cas en fonction de la puissance de la chaudière. 3 facteurs ont été passés au crible: la performance énergétique, le nombre de cycles des chaudières et l'impact sur le confort des utilisateurs qui reste équivalent quel que soit le dimensionnement. Au fil des essais, une valeur optimale a émergé. Les principaux résultats qu'on a obtenus, en fait, au niveau, par exemple, de l'efficacité, c'était que, indépendamment du dimensionnement des chaudières, il n'y avait pas un impact important. On obtenait une sorte d'optimum sur les chaudières dimensionnées à 2,5 P, mais que ces écarts étaient plutôt faibles. Cependant, il y avait un impact beaucoup plus important au niveau du nombre de cycles réalisés par les chaudières, où on pouvait passer de 5000 cycles pour les chaudières dimensionnées à P, jusqu'à 30 000 cycles pour les chaudières dimensionnées à 5 P. Une différence importante. L'étude révèle que l'optimum à 2,5 P est obtenu du fait du surdimensionnement de la taille de l'échangeur pour les niveaux de puissance développés sur l'année. De plus, la nature de l'édifice est déterminante. Entre un bâtiment à forte ou faible inertie, l'impact sur le rendement est faible, mais le nombre de cycles marche-arrêt est lui multiplié par 2. Mais ce n'est pas la seule donnée qui a une incidence majeure. Au final, sur l'année, nous avons obtenu que le nombre de cycles varie fortement de 10 000 cycles pour la chaudière dimensionnée AP à plus de 55 000 cycles pour la chaudière dimensionnée à 5P. Alors c'est 5 fois plus de cycles sur une année, ce qui est quand même non négligeable et va impacter négativement l'endurance de l'installation sur le long terme. Dans ce contexte, le surdimensionnement entraîne une usure plus rapide des installations. Ces travaux du CETIAT révèlent à tous les professionnels qu'en matière de chauffage, puissance installée et performance ne sont pas forcément contradictoires. Alors ce dont on s'aperçoit dans cette vidéo, c'est que finalement la surpuissance n'a pas d'incidence sur le confort, finalement, que ce soit P ou 5P. C'est assez étonnant vu de l'extérieur. Alors sur le confort, en effet, il n'y a pas de conséquences. Et ce qui a pour le coup étonné notre équipe CGBAT, c'est qu'il n'y ait pas non plus de conséquences sur les rendements, mais on était ravis de ce résultat pour le coup. Et la surprise, si je puis dire, c'est le nombre de cyclages qui, excusez-moi l'expression, mais qui explose dans l'année. Et ça, pour le coup, c'est une véritable information importante pour nous. Alors, il y a le vieillissement qui rentre en jeu. Il n'est pas quantifiable à ce jour, mais il faudrait creuser l'affaire pour voir quelle est réellement la conséquence d'un surdimensionnement sur ce vieillissement. Sur le sujet puissance installée, sans rapport avec la performance, Luc Bourne, est-ce que vous, c'est aussi un sujet d'étonnement? Est-ce que vous le saviez? Oui, alors complètement, c'est un sujet d'étonnement, puisque dans la profession et jusqu'à aujourd'hui, au niveau des installations, on était assez étonné en définitive d'avoir des problématiques de rendement en fonction de la puissance installée. Et on s'aperçoit aujourd'hui, au travers de cette étude, qu'on n'a pas du tout cette problématique-là. Donc c'est assez étonnant et au niveau de la profession, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Joséphine, vous êtes d'accord aussi sur cette nouveauté, cet aspect inédit? Bah oui, je rejoins complètement Luc dans son étonnement, puisque quand on a une puissance qui est un peu surdimensionnée, la chaudière module moins, et en modulant moins, elle est moins capable de s'adapter à la puissance demandée à l'instant T, et donc du coup, on s'attendait à ce que ça dégrade le rendement. Donc je rejoins Luc sur cet étonnement. Donc nous avons 2 étonnés autour de la table au moins. Sylvie, est-ce que vous êtes étonnée, vous? Je suis la 3e étonnée, effectivement. Je suis très étonnée qu'il n'y ait aucun impact sur le rendement et sur les performances. Alors néanmoins, cette performance et cette puissance installée a sans doute un impact sur le coût, puisque si on met P ou 5P, ça n'est pas le même tarif. Et on a bien compris aussi à la fin du reportage, en termes de maintenance, ça ne sera pas la même chose, Joséphine. Oui, tout à fait. Si on augmente le nombre de cycles, effectivement, on vient demander à la machine de fonctionner plus souvent, et donc
assez classiquement, des pièces qui sont plus souvent sollicitées doivent être changées plus rapidement. Et on sait la problématique que représente la maintenance dans une installation de chaufferie. Luc Bourne, vous prenez ça en considération quand vous avez un client qui vous demande évidemment de dimensionner au plus juste une chaufferie dans un bâtiment? Cet aspect maintenance? Alors c'est une bonne question, c'est-à-dire quel client on a en face de nous et quelle est l'importance qu'il donne au coût de son installation. Au coût de son installation, mais aussi à la puissance qu'il a et qu'il souhaite avoir sur son installation pour satisfaire ses besoins. Donc c'est un vrai sujet aussi, c'est-à-dire qu'on installe une puissance pour un client par rapport à des besoins. Sylvie Moilic, on ressent ça aussi dans les clients qui sont les vôtres. Si on est plutôt face à des marchés publics ou à du domaine privé, les demandes ne sont pas forcément identiques. Oui, tout à fait. Mais je souhaite continuer sur le sujet du CETIAT. Sur leur conclusion, je reste sceptique, pour tout vous dire. Parce Donc vous êtes étonné et sceptique? Oui, sceptique dans le sens où je me dis c'est un laboratoire qui a fait ses essais, qui a fait ses simulations en labo. La réalité, vous prenez un bâtiment vous prenez 3 chaudières dans une chaufferie classique, il y a de l'entretien. En laboratoire, les équipements sont maintenus en performance optimale, en rendement optimal. Dans la réalité, vous avez l'exploitant qui va passer dans sa chaufferie une fois, au mieux 2 fois dans l'année, pour régler son brûleur, pour nettoyer, etc. Donc je pense que les rendements ne sont pas optimum. Et donc, je reste sceptique parce que je pense que malgré tout, le rendement va dériver au cours du temps, si on a une surpuissance installée en chaufferie. Donc scepticisme lié à la théorie, appliqué au terrain, au retour d'expérience de la réalité. Nous avons déjà des tweets sur le hashtag débat au pluriel CJBAT. Je vous propose tout de suite de vous en livrer un premier. Quel impact du surdimensionnement et du nombre important de cycles sur la durée de vie des installations? Qui répond à cette question sur l'impact? Romain Rouillard. Oui, donc on a pu voir que sur l'étude CETIAT qui prend la puissance P, 2,5P, 5P, on peut monter jusqu'à en gros 50 000 cycles sur une année quand on est autour de 10 000 avec P. C'est vrai que c'est difficilement quantifiable. On peut quand même imaginer qu'on va avoir une réduction du nombre d'années de durée de vie de l'appareil, ou en tout cas un exploitant qui va plus régulièrement intervenir sur l'appareil. Donc des coûts qui pourraient avoir tendance à augmenter sur la partie exploitation, c'est vrai. Quand vous faites vos préconisations et que vous êtes face aux clients, vous mettez dans la balance prix aussi cet aspect maintenance, ou vous ne faites que mesurer l'installation? On raisonne en coût global, donc on tient compte de l'investissement et de l'exploitation. Et alors les premiers résultats qu'on a sur l'exploitation, c'est pour un surdimensionnement, les prix auraient tendance à ne pas être linéaires. On peut considérer qu'on est autour de plus 50% sur les coûts d'exploitation quand on a le fameux 5P. Alors voilà, je vous demande juste de ne pas être focalisé sur cette valeur, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur entre les différentes simulations qu'on a pu faire. Joséphine Ledoux, ça rejoint le rôle de bureau d'études thermiques, c'est aussi un rôle de conseil. On vous demande quelque chose, mais vous pouvez aussi peut-être ouvrir un peu, si possible, des champs différents que ceux qui sont préconisés par le client. Absolument. On va y revenir quand on détaillera comment on calcule, mais c'est quand même notre rôle de bureau d'études à nous de faire un calcul au plus précis possible et qui va optimiser les installations. Sinon, on part sur un ratio au mètre carré et puis on se dit que voilà, on l'a surdimensionné, on n'aura pas de problème. Nous, notre rôle de bureau d'études, c'est qu'on est quand même là pour adapter la puissance aux besoins réels et pour rajouter aussi ma touche sur l'aspect coût, il faut prendre en compte la place qu'on a dans la chaufferie, le coût du mètre carré dans un bâtiment neuf aujourd'hui. Les architectes et les promoteurs nous le rappellent régulièrement. Ils sont toujours bien contents que vous leur libériez de la place. Et effectivement, quand on a des équipements qui sont un peu plus petits, ils sont toujours contents. Et nous, on est surtout ravis de pouvoir maintenir quand même une surface accessible autour de tous ces équipements pour faciliter la maintenance. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de vous demander, donc on va commencer par le chauffage, comment vous faites? Donc comment vous faites, vous, pour le chauffage, Luc Bourne, LBI? Le dimensionnement du chauffage, alors aujourd'hui, on a des réglementations qui sont de plus en plus strictes, qui nous permettent d'avoir des bâtiments de plus en plus performants. On parle beaucoup de la réglementation thermique 2012, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a permis de positionner le bâti, enfin les performances du bâti, au cœur de la construction. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un point très important. Donc, en définitive, pour ce qui est des déperditions, je pense que autour de la table, on sera à peu près tous d'accord sur la méthode de calcul. Enfin, il y a un arrêté, il y a des dispositions assez claires sur
les déperditions des parois, des menuiseries, des ponts thermiques, de la ventilation. Et je pense qu'au niveau de nos calculs, en tout cas sur ce point-là et sur le neuf, enfin sur le bâtiment neuf, je pense que les distorsions entre bureaux d'études ne doivent pas être très différentes. Donc tout le monde est d'accord sur ce point, Sylvie ou Joséphine? Oui, effectivement, on utilise la méthode qui respecte la norme. Donc on calcule les déperditions par les parois et les déperditions par renouvellement d'air. Effectivement. Absolument. Donc là, il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord. Ensuite, la question qui se pose, c'est sur le coefficient de surpuissance. Alors, comment vous l'appliquez? Est-ce que c'est au doigt mouillé? Est-ce que c'est une technique livrée par les anciens? Ou est-ce que vous avez des choses plus scientifiques? Luc? Alors effectivement, il y a une norme aussi au niveau de la surpuissance. La 12831. 12831. C'est ça, NF 12831. NF 12831, qui définit effectivement une surpuissance de relance. Alors il faut nuancer cette surpuissance. C'est une surpuissance de relance. Ce n'est pas une surpuissance, ce n'est pas une majoration que l'on prévoit sur notre installation pour pallier à certains défauts, secours, etc. C'est vraiment une surpuissance de relance, c'est-à-dire qu'en régime de nuit, par exemple, on va diminuer la température, il va falloir la relancer. Et il y a effectivement une mise en place de cette surpuissance qui est définie par cette norme. Cette norme est effectivement relativement pénalisante, enfin il y a une majoration assez importante. Elle est définie aussi bien pour les logements que pour le tertiaire d'ailleurs. Elle est relativement pénalisante en fonction, mais elle peut être pénalisante. Pour ma part et au vu du bâti performant que l'on peut avoir aujourd'hui, j'ai tendance à partir sur une surpuissance de 10% au niveau des logements, des immeubles de logements neufs. Et ce 10%, d'où vient-il? Mais en définitive, c'est la marge, c'est la surpuissance la plus basse que l'on peut avoir au travers de cette norme. Quand on l'applique. Quand on l'applique. Oui, absolument. Voilà. Donc en fait, c'est une approche c'est mon approche et c'est une approche que l'on fait comme ça au travers de cette moyenne basse, quoi. Et Joséphine Ledoux, c'est important parce que Romain Ruyard vient de le dire, quand on applique, vous, sans trahir de secret, je crois que vous n'appliquez pas de surpuissance. Eh bien non, je n'applique pas de surpuissance en tant que telle, puisque je considère que en fait, la surpuissance, quand on calcule une puissance de besoin de chauffage à partir des déperditions, on a déjà une surpuissance qui est dans 90% des cas présente, puisqu'il y a déjà eu plusieurs études, notamment une étude d'Atlantique, qui avait démontré que quand on avait une puissance P, et ben finalement, on y arrivait à peine 10% du temps. Finalement. Avec les températures de base. Et sur la température de base. Donc moi, je pars un petit peu du principe que, de toute manière, quand on a calculé une puissance P, on la calcule à une température de base qui provient de valeurs qui datent aussi de plusieurs années, et tout le monde sait l'impact du réchauffement climatique. Les -7 à Paris et les -4 à Nice, on en croise de moins en moins. Et puis surtout, ça prend absolument ça prend absolument pas en compte les apports internes, qui, dans des bâtiments neufs et très isolés, représentent aujourd'hui des apports qui sont extrêmement importants. Donc, compte tenu de l'isolation, de l'inertie du bâtiment, donc qui va accumuler la puissance qu'on aura fournie, voilà, les 10% du temps où on aura atteint les -7 à Paris ou les -4 à Nice, finalement, moi, je pars du principe qu'il y a peu de risques d'avoir une insuffisance quand on aura dimensionné à puissance P. J'en reviens à votre rôle de conseil. Quand vous vendez cette solution à votre client, est-ce qu'il l'accepte quand vous lui dites non, je ne mettrai pas de surpuissance, vous avez besoin de 100, je ne vous mettrai pas 120 par exemple? Alors, est-ce qu'il n'a pas un peu discussions. les fois? Alors, ça peut être le cas. Bon, soit on a affaire à quelqu'un qui nous fait absolument confiance parce que ce n'est pas quelqu'un du métier. À ce moment-là, évidemment, on lui explique comment on fait, mais on lui dit ça et il nous croit. Des fois, c'est moins facile. Par exemple, sur des immeubles de haut standing, ils veulent s'assurer que ça va bien se passer. Alors, c'est notre rôle de bureau d'études aussi, de démontrer pourquoi est-ce qu'on fait ça, sur quelles hypothèses on est parti, éventuellement de faire une simulation thermique dynamique qui va appuyer notre position. Des fois, on se retrouve aussi à des clients qui veulent rien savoir, qui ont peur du risque, et dans ce cas-là, on applique ce qu'ils nous demandent, bien sûr. Sylvie Moalik, la surpuissance, vous l'appliquez quand vous préconisez des
Alors déjà, je partage les réflexions de mes deux confrères. Alors évidemment, en fait, je rejoins la méthode de Luc où j'applique un coefficient de surpuissance de 10%. Néanmoins, j'applique 10%. Alors, je ne vais pas redire ce que vient de dire Luc concernant la température et la durée de relance lorsqu'on a un réduit de nuit. Ce 10%, il est aussi sorti d'une pratique. Auparavant, lorsqu'on avait les autres méthodes de calcul, sur des bâtiments moins performants, on appliquait un coefficient déjà de 15 à 21% justement pour la relance des installations. C'était largement surdimensionné. Aujourd'hui, effectivement, 10%, ça reste bien du bon surdimensionnement. Comme me le disait Joséphine, on n'atteint jamais, nous, à Nantes, c'est -5, c'est 2 jours dans l'année. Alors pourquoi surdimensionner les installations Donc les textes de départ sont déjà surdimensionnés, si oui, je comprends bien. Tout à fait. Donc si on rajoute, ça paraît inconcevable. Romain. Alors, oui et non, parce qu'à un moment donné, les 2 jours ou les 3 jours dans l'année où il fait froid, on fait quoi? Il faut bien, vous allez avoir vos propriétaires qui vont vous appeler, et là, bim, expertise, vous n'avez pas mis la puissance qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va ressortir les textes, qu'est-ce que vous avez appliqué, etc. Et donc, voilà, il y a la norme qui dit, il y a un coefficient de surpuissance à appliquer. Voilà. Oui, il faut que les Mais gens... il faut prendre des risques à un moment donné. Hein. Il faut prendre des risques et il faut que les gens ne râlent pas. Voilà. Je rajouterais au-delà du fait Quand on parle des gens, ce sont les locataires, ceux qui sont les propriétaires, les locataires, les usagers. les usagers, absolument. Au-delà du fait de la température de base, qui n'arrive pas souvent, les coefficients qu'on peut prendre, il y a aussi un autre coefficient qui est finalement un peu caché dans tout ça, c'est quand on sélectionne le matériel. Je prends un exemple tout bête. Oui. Si j'ai besoin de 100 kW, par exemple, mais que je n'ai que 3 appareils... Voilà, je vais mettre 3 appareils, in fine, je vais empiler ces 3 appareils et je vais peut-être être au-dessus de 100 kW, je vais peut-être être à 105, 110, 115, qui fait que celui-là, il est niché au milieu de tout ça et il rajoute une couche à la couche. Voilà. Alors sur l'étude que vous avez menée au sein des 35 bureaux d'études thermiques, je voulais préciser qu'un tiers applique systématiquement la surpuissance, donc sans se poser de questions, mais il l'applique à 30% donc pour les bureaux d'études interrogés dans l'étude du démarrage. Et à l'inverse, un tiers ne l'applique pas. Voilà. N'est-ce pas? Joséphine. Oui, je voulais juste préciser que pour ne pas faire peur aux maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, que évidemment, les quelques jours où on est à la température de base, on a quand même dimensionné toute l'installation sur cette température de base. Donc a priori, on a... Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et d'autant plus qu'il faut y rajouter les personnes qui vivent dans le bâtiment, les apports internes. Éventuellement, quand il fait froid, il y a souvent du soleil aussi. Donc voilà, tout ça, c'est pas pris en compte et ça se rajoute à la puissance P qu'on aura dimensionnée. Évidemment, là, nous sommes dans le cadre de l'étude, donc d'un bâtiment, de logement neuf, mais si on est dans un établissement scolaire ou dans un établissement hospitalier, tout ça change du tout au tout. En effet, il faut prendre fonction de la typologie de bâtiment, différentes règles, c'est sûr. Ouais. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission et de ce débat CEGIBAT. Une fois que nous avons vu ce que vous faisiez en matière de chauffage, je vais vous poser la même question. Vous allez me répondre sur l'eau chaude sanitaire. Quelles sont les méthodes que vous appliquez pour le dimensionnement, Luc? Alors, il y a effectivement pour l'eau chaude sanitaire différentes méthodes. Il y a celle du caustique qui ressemble beaucoup à celle de la ICVF, il y a Qualitel aussi, et puis il y a surtout différentes approches. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de dimensionnement de l'eau chaude sanitaire, mais il y a différentes approches au niveau de la production. On peut avoir des approches, il y a une approche qui est l'instantané, le semi-instantané, semi-accumulé, l'accumulé, et puis effectivement une production au primaire. Et au travers de ces différentes approches, on peut avoir effectivement différentes puissances à mettre en jeu par rapport aux besoins des utilisateurs. Pour ma part, j'utilise aujourd'hui assez systématiquement le semi-instantané pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est éviter l'accumulation par rapport à la problématique de légionellose que l'on a eue, que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, ça permet effectivement d'optimiser la puissance que l'on met en place sur l'installation. Vous êtes 84% des sondés à utiliser la méthode AICVF 2004, soyons précis. Sylvie Moali, qu'est-ce que c'est la vôtre? Oui, tout à fait, on utilise cette méthode. Néanmoins, ce qu'on constate, on parle de surpuissance, cette méthode surdimensionne les installations. D'une manière générale, les profils de besoins sont surdimensionnés. On n'a
besoin de moins d'eau chaude sanitaire. Ce qu'on constate aussi, donc ça date de 2004, les équipements par exemple de sanitaires ont évolué. Aujourd'hui on a des mitigeurs avec des limiteurs de débit, donc on a moins de débit, on a besoin de moins d'eau chaude, enfin de débit d'eau. Donc ça veut dire qu'on a moins de besoins, et qui dit moins de besoins dira moins de puissance. Voilà. Donc aujourd'hui on utilise la méthode du guide AICVF parce qu'elle donne des besoins quantifiés par usage, par typologie, et ça nous permet également de déterminer les profils de soutirage à 10 minutes, les journaliers, et ce qui nous permet évidemment de déterminer la puissance en semi-instantané, en instantané, en fait de déterminer le couple puissance-stockage. Joséphine Ledoux, vous rejoignez ce que vient de dire votre consoeur, c'est-à-dire qu'on est sur des normes qui sont assez vieilles. Si je m'en fie à mes informations, la méthode AICVF 2004, elle est en fait la suite d'une méthode Gaz de France des années 70 et qui n'a quasiment pas bougé depuis. Ça paraît incroyable. Ouais, non, tout à fait. Alors moi, je rejoins aussi mes deux confrères et consoeurs sur la méthode AICVF. Cependant, moi, j'utilise cette méthode de calcul, mais je m'octroie la liberté de ne pas prendre les valeurs qu'elle préconise, puisqu'on a beaucoup fait, et on fait toujours du solaire, et la prise en compte des besoins est extrêmement importante quand on fait du solaire pour éviter tout problème avec les installations. Et on a beaucoup étudié les guides Sokol également, qui avaient travaillé sur les besoins, notamment en logement. Et donc, nous, on est plutôt partis sur ces valeurs-là qui sont déjà un petit peu inférieures aux valeurs du guide AICVF. Mais c'est absolument vrai que les systèmes sanitaires réduisent les besoins. Et en plus, les gens ont conscience de ça. Il y a eu énormément d'efforts, de communication pour leur dire attention, ferme le robinet, etc. Donc il y a une réelle différence entre les valeurs d'aujourd'hui et les valeurs d'il y a même 20 ans, même 10 ans, je dirais. Même 10 ans, oui. Romain Ruyard, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de méthodes. Donc AICVF fait force de loi puisqu'il est utilisé par 84%, mais il en existe d'autres, ou d'autres vont peut-être arriver sur le marché. Oui, alors déjà, donc, si on parle de 84%, c'est qu'il y a le reste. Le reste, il est dans les méthodes Qualitel, la méthode Backroot ou la méthode de constructeur, voilà, qui sont quand même basées sur les méthodes AICVF, adaptées en fonction des matériels. Voilà ce qu'on peut se dire. Sur la méthode AICVF, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'elle était basée sur 2 pointes, une le matin, une le soir. Qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Les travaux du caustique le démontrent, et de l'ADEME, où finalement le besoin sanitaire il est quand même très lissé durant toute la journée, et aussi, on l'a bien dit, un besoin surestimé par rapport à la méthode AICVF, donc un besoin de réduire. Pour le coup, l'ADEME et le caustique ont fait une énorme étude qui a pour objectif de réviser tout cela, à partir de choses qu'on n'avait pas forcément à l'époque, c'est la télésurveillance, la métrologie, qui permet de voir combien les gens consomment, et après de tirer des conclusions là-dessus. Alors je vous propose justement de découvrir cette nouvelle méthode de dimensionnement pour l'eau chaude sanitaire, méthode consécutive aux travaux menés par le caustique. C'est le comité scientifique et technique des industries climatiques, et vous allez constater par vous-même que calculer aujourd'hui les besoins en eau chaude sanitaire en ECS, c'est un peu comme être acteur dans un film à grand spectacle, Le Seigneur des Anneaux ou Excalibur. Trouver la formule optimale pour le dimensionnement de l'eau chaude sanitaire peut vite s'apparenter à la quête du Graal pour les chercheurs. Au comité scientifique et technique des industries climatiques, un groupe de travail composé de l'ADEME, EDF, GRDF et de spécialistes de l'ECS s'est pourtant attelé à la tâche. Pourquoi de nouvelles méthodes de dimensionnement? Parce que les méthodes existantes de référence étaient relativement anciennes. Elles conduisaient à des valeurs qui pouvaient être divergentes d'une méthode à l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était aussi parce que depuis ces méthodes qui sont anciennes, s'est développé de nouveaux systèmes de production d'ECS. Par exemple, les systèmes dits en stockage primaire, donc associés à la chaufferie, et également les packs en ECS pour le collectif. Et dernier point important, c'est qu'on a mené des travaux pour revoir en fait les valeurs de besoin d'ECS en habitat, les réactualiser, parce que les valeurs étaient relativement anciennes jusqu'alors. Donc on a abouti à des valeurs plus complètes que tout ce qu'on avait jusqu'alors, en analysant plus de 15 000 relevés de compteurs et 400 télésuivis. Les ingénieurs du caustique ont basé leurs travaux sur une idée originale.
Ils ont construit une hypothèse où les besoins en ECS étaient revus à la baisse. Après examen, il s'avère que les besoins réels des usagers sont bien plus faibles que ce que préconisaient les anciennes méthodes de dimensionnement. Ces méthodes de dimensionnement, elles se présentent sous la forme d'ABAC qui donnent en fait les couples puissance-volume ECS qui satisfont les exigences de dimensionnement. Donc ces ABAC, elles sont données pour le système qui n'assure pas le réchauffage du bouclage. C'est ce que vous voyez là, un exemple d'ABAC avec le ballon échangeur, donc sans le bouclage. Et ensuite, donc, on vient ajouter une puissance supplémentaire pour le bouclage. Ce qu'on voit là à travers cet exemple là pour le ballon échangeur, c'est que généralement en fait les puissances ECS auxquelles on aboutit sont inférieures aux valeurs auxquelles on aboutirait avec les méthodes de référence, comme par exemple la méthode du label Qualitel Habitat Environnement ou la méthode du guide ICVF ou du guide Backroute. À travers la simulation et la modélisation des systèmes, les ingénieurs constatent que le dimensionnement des systèmes de bouclage se doivent d'être dimensionnés précisément afin d'être le plus efficace possible. Les outils de modélisation qui ont été développés en fait, dans le cadre de ce projet peuvent permettre d'analyser finement le comportement des installations complexes d'ECS et de répondre à cette question du dimensionnement de la puissance en chaufferie. Ces outils ouvrent de nouvelles perspectives. Face à des bâtiments qui évoluent, ils devraient permettre de viser au plus près des besoins réels des constructions et des consommateurs. Romain Ruillard, ce que l'on peut préciser, c'est que cette méthode du caustique va bientôt arriver, non pas sur les écrans, mais sur le marché en 2019. En effet, et on espère qu'elle fera référence, et même on en est sûr. Au tout début là, de l'année 2019, elle sortira. Et je rappelle que les besoins sont déjà sortis depuis 2016, les études sur le besoin. Voilà. Rapide tour de table pour savoir, est-ce que vous êtes prête, Sylvie, à l'utiliser, cette méthode? Oui, tout de suite. Évidemment, on voit bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surdimensionné aujourd'hui les installations d'eau chaude sanitaire, donc on l'utilisera. Alors évidemment, ça ne nous enlèvera pas, on comparera toujours et on sera peut-être un peu frileux en se disant « Ouh là là, je mets peut-être que la moitié de la puissance ». Il faut qu'on change nos habitudes, qu'on sorte un peu de notre zone de confort, mais évidemment, on va l'utiliser, oui. Luc Bourne, vous allez l'utiliser, mais il faudra aussi peut-être faire un peu de pédagogie auprès des clients pour leur expliquer. Certainement, mais ce que l'étude ne dit pas, en tout cas ce que l'on n'a pas aujourd'hui, c'est quelle est la répartition finalement de la consommation en fonction du standing de la promotion ou de l'immeuble sur lequel l'étude a été faite. Non mais c'est un point très important. D'ailleurs, au niveau des approches de calcul pour l'eau chaude sanitaire, les anciennes règles distinguaient le standing, effectivement, de l'immeuble. C'est-à-dire, et ça pouvait aller du simple au double. C'est-à-dire qu'au niveau de la consommation, que ça soit dans l'hôtellerie, mais aussi dans les immeubles... En fonction des étoiles, des hôtels, évidemment. Exactement. Et il y a une consommation d'eau qui peut aller du simple au double. Et ce qui serait intéressant de voir, effectivement, au travers de cette étude du caustique, qu'on attend avec impatience, c'est de savoir si cette approche est toujours d'actualité. Romain. Ce qu'on peut dire, c'est que donc déjà, c'est focalisé sur le résidentiel, on n'est pas sur le tertiaire pour le moment. Peut-être que ça viendra, ces travaux-là. Et on peut faire un appel du pied au caustique pour vérifier qu'ils ont bien, pour le coup, pris en compte un standing moyen d'un standing plutôt élevé. Avant de passer à la prochaine série de questions tweet, Joséphine, vous seriez prête à l'utiliser, cette méthode ? Oui, bah, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on attend qu'il y ait des méthodes qui soient remises au goût du jour et qui prennent en compte la façon de consommer de l'eau chaude, en l'occurrence aujourd'hui. Après, moi, j'ai toujours aussi une petite attention très particulière sur le bouclage. Qu'il faut quand même prendre en compte, qui n'est pas du tout négligeable. Et plus on va optimiser justement la production d'eau chaude, plus la part du bouclage va être importante. Et c'est vraiment important de le prendre en considération également. Donc dans les graphiques proposés, il y a bien donc, sans bouclage et avec bouclage, ce qui est très précis. Et au regard des méthodes utilisées par le caustique en termes de thermique dynamique, les choses sont très précises et vous pourrez leur faire confiance.
Hashtag débat CJBAT, débat au pluriel. Voici une nouvelle vague de questions tweet pour les invités qui sont à mes côtés. C'est Chomel qui nous demande si manque de puissance constatée, sur quoi se base l'expert lors d'expertise dans le cas d'un sinistre. Qui veut faire l'expert judiciaire Sylvie. Autour de la table? Sylvie Moalik. L'expert, il va se baser forcément sur les normes, sur les arrêtés en vigueur. Après, bon, il faudrait prendre un cas bien précis parce que la question c'est est-ce que c'est le chauffage, est-ce que c'est l'eau chaude sanitaire, est-ce que c'est les deux cumulés? Mais de toute façon, un expert s'appuie toujours sur des normes, des arrêtés, des décrets, etc. Donc, il faudrait avoir un cas un peu plus concret. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était comment dimensionner sa chaudière dans un bâtiment. Nous avons évoqué avec les invités d'abord le chauffage, ensuite l'eau chaude sanitaire. Et maintenant, je vais vous poser la question, comment vous faites pour la puissance globale? Qui me répond pour commencer? Sylvie. Comment on fait? Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait déterminé une puissance chauffage avec ou sans surpuissance. Donc, nous, en l'occurrence, c'est avec surpuissance. On a déterminé des besoins et donc une puissance d'eau chaude sanitaire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cumule pas les deux. On prend la puissance la plus prépondérante des deux. Bon, alors, si on prend une configuration de bâtiment, de logement actuel, RT 2012, etc., en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on a une puissance. Alors, bien entendu, tout ça, ça va dépendre du système de production d'eau chaude mis en place, si c'est du semi-instantané, du semi-accumulé, etc. Mais nous, assez régulièrement, ce qu'on constate, on a une puissance d'eau chaude sanitaire qui est prépondérante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte uniquement la puissance d'eau chaude sanitaire. Ou alors, et si c'est dans l'autre cas, on prendra en compte la puissance de chauffage. On ne cumule pas puissance chauffage et puissance eau chaude sanitaire. Luc Bourne, comment vous Alors moi, travaillez? j'ai un peu moins de scrupules ce soir, puisque j'ai appris que si on pouvait aller jusqu'à 5P, on n'avait pas de baisse de rendement. Donc j'ai tendance, pour le coup, à surdimensionner mes installations. Faut avouer, à moitié pardonné. Merci. Donc j'ai... Ce n'est pas une faute. 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 Mais j'ai une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai ma puissance chauffage, j'ai ma puissance chaude sanitaire, et je cumule les deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, je cumule ces deux besoins. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que c'est un choix, souvent, qui est, négocié non, mais en tout cas parlementé de la même façon avec le client. Un petit peu comme le choix qu'on faisait pour qu'on évoquait précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai même des clients, alors peut-être un peu moins dans la promotion, mais j'ai même des clients qui me demandent de doubler les installations pour avoir une installation en secours de l'autre. Ça arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a même des clients qui vont plus loin que ce qu'on peut proposer déjà en surabondance, quoi. Ouais. Joséphine. Mais moi, j'aimerais bien avoir les mêmes clients que Luc. Les miens, ils sont... c'est bien gentil de ta part. Les miens sont en général beaucoup plus frileux sur la dépense et donc préfèrent que j'optimise au maximum. Et là, je rejoins complètement Sylvie, où moi, je vais dimensionner au plus défavorable de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. J'ai une tendance à privilégier une grosse accumulation et au côté primaire pour éviter les problématiques de légionnelle, de manière à ce qu'il y ait une priorité le plus souvent possible sur l'ECS quand on en a besoin, mais qui ne dure pas très longtemps. Et donc, du coup, on va pouvoir faire fonctionner la chaudière pour le chauffage la majorité du temps, baisser les températures et avoir un meilleur rendement. Voilà, donc ça, c'est ma méthode. Moi, je travaille beaucoup plus avec des promoteurs. Il ne faut pas... Enfin, moi, je prends des risques, je l'avoue. Hein, je prends peut-être des risques, mais bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas été... J'ai jamais eu de problématique particulière. Au niveau je travaille aussi beaucoup en rénovation, et donc je vois aussi énormément de bâtiments qui n'ont qu'une seule chaudière. Qui n'en ont pas deux, parce que c'est déjà un luxe d'avoir deux chaudières, d'avoir la place d'avoir deux chaudières, d'avoir la possibilité d'investir sur deux chaudières. Donc nous, on le propose. Si le budget ne le permet pas, on mettra une chaudière. Mais on aura réfléchi, évidemment, tout le réseau hydraulique de manière à ce que ça ne pose pas de problème. Et on a fait des calculs précis pour ne pas avoir de problématiques dans la vie du bâtiment.
Et j'ajoute qu'on travaille le client vraiment pour qu'il mette par contre les efforts sur l'entretien de la chaudière et sur l'exploitation. Luc, vous souhaitiez réagir et Oui, compléter. je reviens quand même sur ce que Joséphine vient de dire. J'ai fait un certain nombre d'audits pour un promoteur et effectivement, c'était des installations qui, pour le coup, ne comprenaient qu'une chaudière et la chaudière était dimensionnée par rapport aux besoins des déperditions et pas du tout avec un cumul. Et effectivement, il y avait des problématiques sur ces installations, mais qui n'étaient pas de l'ordre de la puissance installée, qui étaient sur d'autres points plutôt réglementaires. Mais pour aller dans ton sens, il n'y avait aucune problématique de puissance, de dimensionnement, et aucun client ou aucun utilisateur ne se plaignait d'un manque de puissance, même en période d'hiver, quoi. Le point de vue de Cegibat, Romain Rouillard, sur cette façon de faire, on n'additionne pas, et si on n'additionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme puissance de base? Déjà, si on revient sur les chiffres de l'étude que nous avons fait il y a quelque temps, on se rend compte qu'il y a un quart des bureaux d'études qui vont avoir la logique de prendre le maximum de l'un ou de l'autre, voilà, entre puissance chauffage et eau chaude sanitaire, et encore un autre quart qui va faire la somme. Et au milieu de tout ça, on a un peu le reste du monde, pour le coup. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens, les bureaux d'études, pour ceux qui vont sommer, vont peut-être avoir une crainte, c'est que pendant qu'on recharge le ballon d'eau chaude sanitaire, on ne fait pas de chauffage. Et quand on ne fait pas de chauffage, on peut se dire que la température va baisser dans ces bâtiments. Et qu'à un moment donné, les gens peuvent râler, parce qu'ils n'ont pas leur température souhaitée. Sauf que les simulations thermiques dynamiques qu'on a pu faire dans le neuf démontrent qu'on a un tel niveau d'isolation, souvent de l'inertie, qui fait que la température, elle baisse. Elle commence à se sentir après 7 ou 8 heures. Là où un ballon d'eau chaude sanitaire va être remis en température au bout de, selon la puissance, 10 jusqu'à 2 heures, selon les niveaux de puissance et la logique pris en compte. Donc, en tout cas, rassurons-nous, on peut se permettre d'avoir des ballons un peu surdimensionnés et un niveau de puissance plus bas, puisque pendant que le travail se fait sur le ballon, il ne se passera rien sur le chauffage, ou quasi rien. Quel est votre degré d'acceptation dans votre bureau d'études thermiques sur justement cet arrêt du chauffage pour laisser la priorité? Quel est le temps maxi que vous êtes prête à allouer? 1 heure, au-delà? Ah non. Alors, c'est ce que disait Romain. Aujourd'hui, on a des bâtiments sur Nantes. On réalise plutôt des bâtiments à inertie moyenne ou lourde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chaleur est bien emmagasinée. On donne une priorité à l'eau chaude sanitaire, mais cette priorité donnée à l'eau chaude sanitaire, elle est en général de l'ordre de 20 minutes. On ne va pas jusqu'à 1 heure d'arrêt de chauffage, bien que les installations ont une capacité, on a une quantité d'eau dans les réseaux qui ne vont pas... donc, il y a des déperditions, certes, mais la température ne va pas s'abaisser d'un seul coup. Donc nous, on s'autorise aujourd'hui, en gros, une vingtaine de minutes d'arrêt du chauffage pour mettre en préparation l'eau chaude sanitaire au niveau de la chaufferie. Rapidement sur le même sujet, Luc et Joséphine, vous vous accordez combien de temps, vous? J'aborde la chose avec une autre optique, donc je ne me pose pas vraiment cette question-là, pour le coup. Joséphine? Moi, je n'ai pas de scrupule à couper le chauffage pendant 2 heures. Mais parce que je travaille aussi beaucoup en rénovation et je le constate. Il n'y a pas d'impact. Je le constate. Il n'y a pas d'inconfort. Et même sur des bâtiments qui ne sont pas isolés, alors évidemment, il faut s'adapter aux bâtiments. Il faut s'adapter à l'émetteur aussi. Moi, j'ai tendance à surdimensionner mes émetteurs pour pouvoir fonctionner au régime le plus bas de chauffage. Donc, du coup... On a un circuit d'eau qui est important, et alors quand on est en plancher chauffant, on peut en couper encore plus longtemps sur du plancher chauffant. Non, moi j'ai pas, et même sur des bâtiments pas très isolés, finalement, on constate que il faut quand même du temps avant de perdre 1 degré. Et quand on vient réchauffer la nuit, si on tombe à 17, la nuit, ça n'est pas grave. Disons que non. Quand on veut faire des économies d'énergie, on est à 19 la journée, 17. La nuit. Et en général, on est un peu plus en réalité. Je vous propose d'évoquer un des derniers sujets de ce débat Cegibat que nous n'avons pas encore évoqué, c'est la fameuse règle des 2 tiers. Et vous me direz dans quelques instants si vous l'appliquez. Mais je vous propose qu'on aille voir l'un de vos confrères. Il s'appelle Alain Baudin. Il est du bureau d'études thermiques IE Conseil. Et lui nous dit comment il pratique pour cette règle des 2 tiers.
Chez IE Conseil, on se repose sans arrêt la question sur le dimensionnement de la chaufferie parce que les besoins évoluent, parce que les matériels évoluent, parce qu'il n'y a pas de règle aujourd'hui réellement de dimensionnement de ces installations et que chez IE Conseil, on essaye d'adapter nos règles à l'évolution des produits et des besoins. La règle des 2 tiers, à la base, s'applique lorsque l'on a 2 chaudières dans une chaufferie et on s'assure dans ce cas que lorsque une chaudière tombe en panne, que la chaudière restante puisse assurer 2 tiers de la puissance globale de l'installation. Pour éviter le surdimensionnement des chaufferies, on va, dans la mesure du possible, appliquer cette règle en mettant en place non pas 2 chaudières, mais 3 chaudières dans nos chaufferies, ce qui fait que lorsqu'une des chaudières tombe en panne, les deux autres chaudières couvre ainsi les 2 tiers de la puissance globale. L'intérêt de mettre 3 chaudières en chaufferie permet également d'augmenter la plage de modulation globale de la chaufferie, c'est-à-dire qu'on a un rapport d'environ 1 à 10 avec 3 chaudières en termes de modulation, alors qu'on a un rapport de 1 à 6 quand on a seulement 2 chaudières et pour lesquelles on applique cette règle des 2 tiers. Sur la base de ces 2 puissances PECS, P-chauffage, on a certains de nos clients qui ont leurs propres règles de dimensionnement de chaufferie. Donc si ce sont des clients entre guillemets sachants, on va appliquer leurs règles de dimensionnement ou adapter les nôtres. Maintenant, si on n'a pas d'imposition d'un client, en règle générale, on regarde déjà dans un premier temps le rapport entre la puissance chauffage et la puissance eau chaude sanitaire. Et en fonction de ce rapport, je vais soit dimensionner ma chaufferie en m'appuyant principalement sur l'eau chaude sanitaire ou principalement sur le chauffage. Quand les 2 valeurs sont à peu près équivalentes, je vais prendre la puissance chauffage plus 50% de la puissance ECS avec une majoration de 10 à 15% de l'ensemble, de la puissance globale. La règle des 2 tiers, je vous le rappelle, c'est la règle qui dit que lorsqu'un appareil tombe en panne, il en faut un autre capable de fournir les 2 tiers de la puissance globale. Qui aujourd'hui, autour de cette table, l'applique, la règle des 2 tiers? Luc? Oui, effectivement. Alors, c'est une règle qui permet quand même le secours de l'installation. Et même si nos équipements sont de plus en plus performants, enfin les équipements thermiques sont de plus en plus performants au niveau de la production, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir proposer aux utilisateurs d'avoir un secours, c'est-à-dire d'avoir effectivement une chaudière. Alors j'ai tendance à appliquer cette règle des 2 tiers sur les installations pour le secours de l'installation, pas forcément pour une majoration, mais pour le secours de l'installation d'une façon générale. Joséphine? Alors, non, moi, en général, je ne l'applique pas de manière systématique, en tout cas. Si c'est une demande dans des cas un peu spécifiques où vraiment il y a une vraie demande et un vrai besoin, bien sûr, je concède à le faire. Mais encore une fois, moi, la plupart des bâtiments sur lesquels je travaille, il y a une seule chaudière. Et donc vous ne craignez pas la fameuse panne que tout le monde redoute, c'est la panne du 24 ou du 31 décembre? On la craint bien sûr, mais bon, quand on a des maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas dépenser pour 2 chaudières, ils ne veulent pas dépenser pour 2 chaudières. Quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Et quand nous, on est plutôt prêts à leur dire, mais entretenez votre matériel de manière régulière, maintenez votre matériel performant, et puis n'attendez pas qu'elle ait 70 ans pour la changer. Voilà. Sylvie Moalik, est-ce que sur ce que disait Alain Baudin, vous êtes d'accord avec le fait de découper finalement l'installation, alors l'expression est peut-être un peu tranchante, mais en 3 parties comme ça, quand un tombe en panne, on a au moins 2 tiers. Parce que si on ne met que 2 installations, qu'on ne met que 2 chaudières, il y a toujours un problème, on n'aura pas 2 tiers. Ou alors on aura surdimensionné l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais faire une reprécision concernant la règle des 2 tiers. La règle des 2 tiers, aujourd'hui, elle a été abrogée. Oui. Elle n'est plus applicable. C'est vrai. Mais elle est encore demandée. Par certains clients. Par certains clients, où c'est un abus de langage en disant « attention, je veux une sécurité de fonctionnement ». On prend des copropriétés, vous parliez du 24 décembre, des copropriétés avec des personnes plutôt anciennes. Elles veulent la règle des 2 tiers. Sécurité de fonctionnement, en plein hiver, je veux avoir mes 66% de ma puissance nominale. La règle des 2 tiers, on va aussi l'utiliser dans tout ce qui est domaine hospitalier, maison de retraite. Il est hors de question qu'ils n'aient pas de chauffage le 24 décembre ou même à d'autres moments de l'année.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, aussi, je reviens toujours à cette règle des 2 tiers, elle disait la chose suivante, c'est qu'on installait 2 chaudières systématiquement jusqu'à 350 kg, et au-delà, on installait 3 chaudières. Et donc, dans ce cas-là, alors nous, ça tombe bien, notre zone, on est à 66%. Donc, on installait soit 2 chaudières, 2 tiers. Et si on avait 3 chaudières, ça faisait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, en rejoignant le reportage de notre confrère, cette installation de 3 chaudières à 1 tiers est très intéressante aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a assez dit, je pense que Joséphine l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est jamais à pleine puissance. On n'a jamais besoin de la pleine puissance. Donc, on a une courbe, une monotone de charge qu'on atteint très rarement. Donc, l'avantage d'installer des chaudières à 1 tiers ou voire 2 tiers, c'est qu'on travaille avec des chaudières à pleine puissance. Donc c'est intéressant. Mais toujours est-il que ça engendre des surcoûts d'investissement, ça engendre de la surface au sol, ça engendre de l'entretien, des coûts de maintenance. Donc nous, on ne le fait pas systématiquement, pour répondre à la question. On le fait si le client le demande. Il y a des bailleurs qui souhaitent forcément avoir cette mise en application de la règle du tiers, sachant qu'elle ne s'applique plus. Et forcément aussi, on a des promoteurs qui sont très près de leurs sous, et donc on ne met qu'une chaudière, et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Dernière vague de tweets sur débat Cegibat, débat au pluriel avec les différentes villes qui sont avec nous en live et toutes celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Cegibat. Alors, nous avons beaucoup parlé du neuf, quid de la rénovation? Rapidement, Joséphine, pour la fin de cette émission. Alors, la rénovation, c'est, je dirais, un débat en soi. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et je précise que moi, en tout cas, toutes mes positions que j'ai prises ce soir, c'était vraiment concernant du neuf avec des bâtiments très isolés. Mon discours sera différent sur de la rénovation, sera vraiment adapté. C'est beaucoup plus du cas par cas en rénovation. Et je pense que ça mériterait 1 heure pour la rénovation. Eh bien, rendez-vous est pris pour un nouveau débat Cegibat sur la rénovation. Deuxième question, tweet sur des installations dimensionnées au plus juste. Y a-t-il des insatisfactions avérées de la part des occupants? Je vais encore me retourner vers vous, puisqu'on a bien compris que c'était vous qui n'y avait ni ceinture, ni bretelle, et que vous sautiez avec un parachute tout juste dimensionné. Est-ce qu'il y a des inconforts, de l'inconfort? Absolument pas, ça ne m'est absolument jamais arrivé. Quand il y a de l'inconfort dans le neuf, c'est plutôt de la surchauffe que de la sous-chauffe en général. Parce que les apports solaires, ils sont là. Quand on se met dimanche à faire la cuisine, et là, il fait bien chaud aussi. Donc c'est plutôt la surchauffe que la sous-chauffe dans le neuf. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et pour en refaire une petite passerelle sur la rénovation, nous, on a plutôt tendance, quand on fait des travaux de rénovation, à venir réduire les puissances de chauffage quand c'est souvent déjà multiplié par 2 ou 3. Et on n'a jamais eu de problème. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce débat, Romain, avec des questions que nous sommes posées, des points de vue qui ont été évoqués. L'objectif, évidemment, ça n'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. L'objectif, c'est d'ouvrir tous les champs du possible. Oui, c'était bien l'objectif de ce débat. Et en fait, lors de l'étude faite par mes collègues de Cegibat, on s'attendait véritablement à avoir des réponses équivalentes. Et quand on a vu ces résultats hétérogènes, c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on creuse. Mais en effet, l'objectif n'est pas de donner des leçons, mais bien d'ouvrir sur les différentes manières de faire, et chacun y tirera les leçons qu'il en voudra. En tout cas, je voulais réellement remercier mes collègues Olivier Brogy et Laurent Caravati pour toutes ces études qui nous ont permis d'avancer sur la vision de dimensionnement des bureaux d'études. Voilà, la chose est faite, puisque pour préparer cette émission, nous étions nombreux, vous étiez nombreux. Merci à mes invités, merci Luc Bourne, Joséphine Ledoux et Sylvie Moalic. Merci à vous pour tous vos propos. Merci également à toutes les équipes mobilisées sur ce plateau. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur la chaîne YouTube Cegibat et je vous dis à très bientôt. Bonsoir.